C'est fou de se dire qu'à la base, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a pris pour acquis énormément de choses. Mais ces choses-là, il a fallu les créer. C'est facile de mettre des noms sur des gens qui ont créé le cinéma, les ordinateurs ou les vaccins. Mais comment on fait quand ces choses ne sont pas palpables? Comment on crée des rencontres? Comment on crée des échanges? Comment on crée du lien? Dans un endroit où, je le rappelle, à la base, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a un club de foot, un centre commercial, le parc de l'Europe et même le Chicken Chica. Mais avant tout ça, la Métard, c'était juste une colline. Lorsque je suis arrivé, il y avait juste une barre et le restant, c'était des prés. Le parc de l'Europe n'était pas comme il est maintenant, hein, et c'était la campagne. Après la Seconde Guerre mondiale, la France doit faire face à une urgence, se loger. Et les appartements de la Métard ont été construits, alors ça a commencé avant avec Beaulieu, puis La Palle et puis la Métard. C'était pour supprimer tous les logements insalubres, qu'on appelait des bidonvilles, qu'il y avait notamment du côté de Méon. Et donc il fallait loger ces gens correctement. C'était la même chose sur le quartier de Tarentaise, vers la gare du Clapier, vers la bibliothèque municipale aussi. Là. C'était des ruelles, c'était le quartier des mineurs. Et tout a été démoli parce que c'était vraiment des logements insalubres où les gens y vivaient à plusieurs dans 2 pièces maximum. Et c'est sous le maire Alexandre de Fraissinet que la Métard voit le jour. Des familles venues d'horizons différents s'installent, mais la vie de quartier reste fragile. Là où à la base, il n'y avait rien, maintenant il y a des murs. Le quartier existe, mais il ne vit pas encore pleinement. Il marquait principalement des structures pour s'occuper des enfants, des jeunes. Le jeudi, hein, c'était... Les activités du jeudi à l'époque. C'était le jeudi, mais aussi un peu d'activités sportives comme pour les basket, adultes. Ou pour les ados. Et les ados, oui. Face à ce constat, certains habitants décident de se réunir. Quand l'école a été créée en 65, l'école de la Réjaillère, qui est juste au-dessus, là, que vous connaissez, il y a les parents d'élèves qui se sont dit, et puis il n'y a pas que les parents d'élèves, il y a les instituteurs aussi beaucoup, qui se sont dit, il faut qu'on crée quelque chose pour s'occuper des enfants. Il y avait aussi une association de locataires qui s'était créée sur le quartier pour savoir quel était le besoin des gens. Il y en a qui ont dit, on voudrait faire du sport. C'est tout naturellement que les deux organismes décident d'unir leurs forces. Le but de ce groupe, créer un lieu pour animer ce jeune quartier. Pas seulement un lieu où les gens participent à une activité, mais un endroit qui transpire la solidarité et la convivialité. Le 27 janvier 1966, la déclaration en préfecture est déposée. Le FGEP Métard, c'est le nom qu'ils ont choisi. On appartenait dès le départ à la Ligue de l'enseignement, qui est une association nationale. Et à ce moment-là, elle a décidé d'appeler ces associations de base FGEP. Foyer des jeunes et d'éducation populaire. Mais on était une amicale laïque. Souvent, il y avait ce qu'on appelait le cercle, où il y avait plutôt, comme à Saint-Étienne, c'était reconnu un peu beaucoup de soifeurs. Ça n'avait pas toujours une très bonne image pour les jeunes, peut-être les jeunes parents. Et puis c'est plus vaste, foyer des jeunes et d'éducation populaire, comme intitulé, ça semble plus vaste.
L'éducation populaire, un bien grand mot. Mais c'est quoi ça? L'éducation populaire, c'est très simple, c'est apprendre autrement. Ça part de ce que chacun vit, de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on se pose comme question. On apprend ensemble. En gros, il n'y a pas une personne qui sait et une autre qui apprend. On a tous quelque chose à apporter. Apprends-moi à danser, je t'apprendrai à jongler. Paulo Freire, pédagogue et auteur de La pédagogie des opprimés, disait: personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde. C'est beau, et c'est la philosophie de vie du FJEP. Dans ses premières années, la structure fonctionne essentiellement grâce à l'engagement bénévole. Les activités sont principalement sportives et éducatives. Le basket, le tennis de table et d'autres pratiques collectives occupent une place centrale. Les sections sont très indépendantes. Même Elles ont financièrement. leur compte en banque, elles ont leur trésorerie, elles gèrent leur trésorerie. C'était notre objectif, notre fonction. On voulait que les gens soient responsables. Et c'est resté toujours. Le basket a fait partie des premières activités. Alors, il y a eu le basket, le tennis, tout de suite au départ. Oui. Il y a eu le volley, la photo. Le basket, c'était très important sur le quartier. Donc, à l'époque, comme ça se passait, les gens avaient des voitures, mais il restait, il n'y avait pas de télévision dans les maisons. Donc, vraiment, l'activité basket, c'était une activité importante sur le quartier de la Métard parce qu'il y avait des matchs tout le samedi, tout le dimanche, et les gens du quartier venaient voir, même si leurs enfants ne jouaient pas au basket, venaient voir. C'était un point de rencontre, de partage, de communication. De communication, de partage, on a fait beaucoup de connaissances. Oui, c'était ce qu'on appelle une vie sociale sur le quartier, c'était un point d'animation. Le fonctionnement est horizontal. Ce sont les habitants, les enseignants, les familles et les bénévoles qui font vivre le foyer. Progressivement, le FJEP devient un lieu de socialisation important dans le quartier. Mais à cette époque, il ne s'agit pas encore d'une structure professionnalisée. L'association repose avant tout sur l'engagement local et la participation volontaire. C'était que du bénévolat. On était même contre le salariat, dans la mesure où on ne voulait pas que ce soit dirigé par des... et d'ailleurs, c'était un peu une erreur sur certains plans. On a changé d'attitude assez rapidement. À partir des années 1980, le FJEP entre dans une nouvelle phase. Il grandit, aussi bien par sa taille que par son nombre d'adhérents. Le foyer commence à se structurer davantage face à l'évolution des besoins du quartier et à la montée des enjeux sociaux. C'est durant cette période que le FJEP amorce une transformation importante, l'apparition progressive d'un secteur social au sein de la structure. On s'est rendu compte aussi que certaines activités nécessitaient des professionnels, en particulier le secteur ado. Moi, j'étais responsable dès le départ du secteur ado, mais bon... il fallait être présent, et on a mis des professionnels dans ce secteur. Aussi le fait d'avoir le périscolaire, ce qui est autour, le fait de venir au foyer après l'école, avant l'école, ça aussi, c'était une nécessité. Cette évolution permet au FJEP de gagner en continuité et en organisation. Dans le même temps, les activités continuent de se diversifier. Le FJEP devient progressivement un acteur social identifié dans toute la ville. À partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le FJEP entre dans une phase de transformation accélérée. La structure s'est désormais professionnalisée avec une équipe de salariés stables qui encadrent les activités et les projets. Le FJEP ne se limite plus à proposer des activités. Il accompagne les habitants dans leur vie quotidienne, notamment les jeunes dans leurs parcours scolaires, sociaux et professionnels.
C'est aussi une période marquée par de fortes évolutions des pratiques. Certaines activités historiques disparaissent progressivement. Le tennis disparaît en raison de la transformation urbaine et de la suppression des terrains. La randonnée s'arrête après la crise du Covid-19. Et d'autres activités prennent leur envol. Le football, la lutte, la boxe française, l'aïkido ou encore la natation deviennent indépendants. Ils confortent ou renforcent leur reconnaissance locale et leurs performances s'étendent jusqu'au niveau national, voire international. Quand on voit les sections qui s'arrêtent, ça fait peur quand même malgré tout. Oui. Et puis finalement, c'est toujours remplacé par une autre activité. Mais cette période est aussi celle d'un renouveau important. Le FJEP développe de nouvelles activités adaptées aux besoins contemporains. Le pilate et le stretching s'imposent comme des pratiques durables. Le circuit cardio permet de répondre à une demande intergénérationnelle. Les activités artistiques, comme la salsa, ouvrent de nouvelles formes d'expression. Les habitants ne sont plus seulement des usagers. Ils deviennent acteurs, participants et parfois même porteurs de projets. Aujourd'hui encore, le FJEP continue d'évoluer. Il s'adapte aux réalités du territoire, aux crises et aux transformations sociales. Et malgré les changements, une constante demeure. Son rôle central dans le lien social du quartier de la Métare. À travers toutes les évolutions du FJEP, un élément reste constant, un élément invisible mais fondamental, le bénévolat. Depuis sa création en 1966, le FJEP repose avant tout sur l'engagement des habitants du quartier. Bien avant la professionnalisation de la structure, ce sont les bénévoles qui font vivre les activités. Ils encadrent les enfants, organisent les séances sportives, animent les ateliers et participent à la gestion quotidienne du foyer. Dès le départ, il y a eu des fortes personnalités, Pierre, Vieljeuf, principalement, Et Marais, et Marais, directeur de l'école directeur primaire, d'école. 2 garçons. Il y a eu aussi Jean-Paul Delabre, Jean-Paul après, Delabre, celui qui Michel Gondran. Michel Gondran. Ils étaient avec l'état d'esprit qu'on a défini et ils ont donné une orientation qui s'est poursuivie. Des enseignants, des parents, des habitants, mais aussi des passionnés du quartier s'investissent pour transmettre, encadrer et accompagner. Un mode de gouvernance, c'est-à-dire façon dont c'est géré avec quand même beaucoup de bénévoles, qui a été pensé et inventé en 1966 et que ce modèle est toujours aussi efficace. Il attire toujours autant de monde. C'est ça qui est extraordinaire. Les gens qui se sont mis autour d'une table pour dire il faut créer une association, penser de quelle façon on va la faire vivre, comment on va la faire fonctionner, et ben ça continue, ça. C'est assez extraordinaire. Ils incarnent la proximité avec les habitants. Ils assurent la continuité entre l'association et le quartier. Aujourd'hui encore, malgré la diversité des activités et la présence d'une équipe de salariés, le bénévolat reste indispensable. Il permet de maintenir un esprit collectif. Il favorise la transmission entre générations et il garantit que le projet du FJEP ne soit pas seulement institutionnel, mais profondément humain. Convivialité et puis se connaître, tous ces gens qui arrivaient sur le foyer. Ils venaient de différents endroits et c'était un moyen de se connaître aussi et de s'entraider un peu aussi. Le FJEP Métare n'est pas seulement une association. Ce n'est pas uniquement une structure sportive, culturelle ou sociale. C'est avant tout une histoire collective. Une histoire construite sur l'évolution d'un quartier, sur les besoins de ses habitants et sur la transformation de la société. Depuis 1966, le FJEP a bien changé. Il a grandi, il s'est structuré, il s'est professionnalisé. Certaines activités ont disparu, d'autres ont émergé. Mais au-delà de ces transformations, une réalité demeure. Le FJEP n'aurait jamais pu exister ni se développer sans engagement des habitants. Sans les bénévoles, rien n'aurait été possible. Ce sont eux qui ont porté les premières activités. Ce sont eux qui ont transmis les valeurs d'éducation populaire. Ce sont eux qui ont permis au foyer de rester vivant, même dans les périodes de transition ou les périodes de crise. Encore aujourd'hui, le bénévolat reste la force invisible qui maintient le lien. Le FJEP n'est pas seulement une organisation, c'est une dynamique humaine. Un espace où l'engagement individuel devient un projet collectif. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force. Dans cette capacité à faire exister un lien par celles et ceux qui choisissent simplement de donner de leur temps. Aujourd'hui, de nouveaux projets émergent portés par les jeunes et les habitants.
des initiatives de solidarité internationale comme le projet avec le Bénin, mais aussi des actions locales comme le street art, qui permettent de transformer le quartier et lui donner une nouvelle identité. Le FJEP continue ainsi de se réinventer en restant fidèle à ce qui le définit depuis le début, l'écoute du territoire et la participation des habitants. Dans un monde qui évolue rapidement, où les besoins sociaux, culturels, éducatifs évoluent, le foyer reste un espace d'adaptation permanent. Et peut-être que sa plus grande force n'est pas ce qu'il a déjà accompli, mais sa capacité à continuer d'exister à travers celles et ceux qui le feront vivre demain. Mais ce qu'il y a de bien au foyer, c'est qu'il y a tout de suite eu une bonne entente entre bénévoles et salariés, ce qui n'était peut-être pas obligatoirement évident, et c'est continu. De voir que les salariés ont vraiment les mêmes valeurs et mettent les mêmes choses en pratique, c'est bien aussi. C'est une seconde maison, c'est vrai. C'est un foyer d'ailleurs, où on passe beaucoup d'heures, où on a de bons moments à partager, à rencontrer, à faire des connaissances. Alors moi je suis enthousiaste encore d'être au FJEP. Mais remarquez, quand vous passez ici, il y a des tas de gens qui ne se connaissent pas, mais qui se saluent, qui se disent bonjour. Quand on est au FJEP, on n'est pas des inconnus. Quand je vois là que maintenant qu'il y a des gens qui ont une quarantaine d'années, qui nous disent et qu'on découvre, mais j'étais là au FJEP quand j'avais 10 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a transmis, ils y trouvent de l'intérêt et ils ont envie de le faire durer. Je pense que ça va durer longtemps encore parce que je compte sur vous.